chers internautes, je vous salue tous. Bienvenue sur votre chaîne Eli Télévision, la chaîne que vous aimez, la chaîne que vous avez choisie. Et moi, Divine Boli, je suis là pour vous apporter la gaieté, pour vous apporter des bonnes informations sûres et vraies que vous aimez toujours entendre. Et aujourd'hui, je suis descendue pour vous emmener un invité. Il s'appelle Monsieur Benito Kiangoudi. Bonjour Monsieur Benito. Bonjour Madame Divine. Vous allez bien? Très bien, Dieu fait grâce. Ok, je vous rappelle que Monsieur Benito Kiangoudi est rapporteur adjoint à la cellule de communication nationale de l'UNC, donc que vous connaissez. Et comment se porte la cellule? Écoutez, la cellule ou le parti? Le parti. Le parti, c'est mieux. Parti UNC. Exactement. Le parti UNC se porte au rythme du pays. C'est vrai que nous sommes un peu secoués avec tout ce qui se passe concernant notre leader, l'honorable Vital Kamerhe, mais nous avançons. Vous savez, nous sommes des croyants, notre leader est lui-même croyant. Nous faisons confiance en Dieu. Hein, c'est lui qui est maître de tout. Malgré cette zone de turbulence, nous sommes convaincus que c'est une passe et que ça va passer. Nous allons sortir de cet embroglio en vainqueur, et ce n'est pas l'honorable Vital Kamerhe qui va me contredire, puisque lui-même il nous encourage à garder la foi, à ne pas décourager, à rester unis surtout. Et donc le parti se porte, comme je disais, au rythme du pays. Ça va aller. Ça pourrait aller mieux, mais ça va. On se contente de ce qu'on a et de la force qu'on est. Et vous demandez la libération immédiate de M. Vital Kamerhe sans condition? Bien sûr, évidemment, madame, vous ne pouvez pas continuer à garder une personne innocente en prison. C'est d'ailleurs comme ça qu'on l'appelle maintenant, papa innocent, monsieur innocent, puisqu'il est réellement innocent. Vous savez, madame, il y a un adage africain qui dit « Le mensonge n'aime pas le fruit ». Il aime le fruit, pardon, il n'aime pas les fleurs. Parce que le mensonge n'aime pas prendre... il aime les raccourcis, il n'aime pas qu'on voit l'évolution, c'est-à-dire que comment le processus se fait, les fleurs, etc. Et ensuite qui donne des fruits. Lui, il aime passer directement aux fruits. Nous voulons rétablir la vérité. C'est même pour ça que parfois les gens nous critiquent en nous disant oui, vous êtes trop lent, votre défense est trop longue, etc. Nous disons ça ne sert à rien d'avancer, d'aller très vite, tête baissée. Ce qui est mieux, c'est la bonne administration de la justice. Nous voulons que notre leader soit acquitté, puisque si vous me permettez, il faudra remonter en arrière l'année où notre leader, l'honorable Vital Kamerhe, a été condamné. Beaucoup de gens ne savent pas que ce projet, dans l'ensemble, était estimé à 492 millions de dollars américains. À cela, il faut retrancher 70 millions de dollars américains des partenaires extérieurs qui, je pense, n'est jamais arrivé jusqu'à ce jour. Et donc, ça fait, si j'ai une bonne mémoire, 422 millions de dollars américains. Dans les 422 millions, il y a le gouvernement de la République qui a apporté 222 millions. Il y a la FPI qui a apporté 18 millions, si je ne me trompe pas. Et il y a le FONER qui a apporté 27 millions. Ça fait, si mes calculs sont bons, 272 millions de dollars américains. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été décaissé. C'est l'équivalent de 64,5% de taux de décaissement. Et donc, si on fait un petit calcul rapide, 272 millions moins les 57 millions qui sont l'objet même de la condamnation de l'honorable Vital Kamerhe avec ses co-accusés, puisqu'on a parlé de ça, les détournements de 57 millions, et puis en plus le montant a changé à chaque fois. Lorsque nous faisons la soustraction, ça nous donne 215 millions qui restent. Et ces 215 millions, on n'en parle pas. On se focalise sur les 57 millions, alors qu'il y a une manne qui est restée derrière. Parce que, comme vous savez comme moi, que le projet 100 jours, ce n'est pas seulement les préfabriqués, les maisons, c'est les routes, la réhabilitation des hôpitaux, la réhabilitation des routes, la gratuité de l'enseignement, etc. Et donc, les gens se focalisent sur les 57 millions,
en disant que l'honorable Vital Kamerhe voilà, a volé, etc., avec d'autres personnes. C'était un mensonge, parce que tout à l'heure, vous avez parlé de mensonge. J'en arrive, c'est bel et bien un mensonge. Déjà, c'est pas fondé. Il vous souviendra que le secrétaire général de l'UDPS, parce que je vous ai dit tout à l'heure que ce procès est une cabale, est un acharnement, est un complot juridico-politique pour affaiblir, anéantir, un complot pour anéantir l'honorable Vital Kamerhe. On va en arriver. Et le secrétaire général, donc je disais, de l'UDPS, Augustin Kabouya, a déclaré que si notre leader est là où il est flagrant. Lorsque il faut remonter en arrière, d'abord l'année dernière, pour connaître même l'origine de cette affaire, le projet 100 jours. Le projet 100 jours, ce n'est pas seulement les maisons préfabriquées. C'est un projet qui a été estimé à 492 millions de dollars américains. Dans les 492, il faut retrancher 70 millions des partenaires extérieurs qui, je pense, n'est jamais arrivé. Donc, ça fait à peu près 422 restants. D'accord? Dans les 422, le gouvernement de la République a apporté 222 millions. Le FONER a apporté 27 millions. Et l'FPI a apporté... Monsieur Jamal niait tout le monde. Non, on n'en est pas encore là. Je vais vous expliquer. L'FPI a apporté 18 millions. Ça fait à peu près, si j'ai une bonne mémoire, hein, je ne suis pas très fort en maths, mais je pense que ça fait 272 millions de dollars américains. Donc, ça fait presque 64,5% de décaissement, hein, de la somme, pardon, la somme globale. Et c'est ça qui a été décaissé. Mais aujourd'hui, on est en train de parler d'un détournement qui ne concerne que un potentiel, hein, présumé détournement, pardon, qui ne concerne que les 57 millions de dollars américains. Quand on fait 272 millions moins 57, on a 215 millions. Où sont passés les 15 millions? Pourquoi personne n'en parle? Alors que, comme je disais, les 100 jours, c'est les routes, les hôpitaux, la scolarité, etc. Pourquoi on se focalise seulement sur ce 57 millions qu'on met sur la tête de l'honorable Vital Kamerhe? Parce que justement, c'est un procès qui est un complot juridico-politique. Je vais en venir, je vais vous dire, je suis là pour la vérité. C'est un complot politique, c'est un acharnement contre la personne, contre l'aura de Vital Kamerhe. Contre le chef de l'État aussi, puisque vous avez entendu notre leader le dire, c'est la personne du chef de l'État qu'on visait. Mais, quand je dis complot, etc., vous allez me poser la question, mais qui? Mais la réponse, elle est simple. Le secrétaire général de l'UDPS, notre allié, a déclaré sur les ondes de vos confrères que les personnes que la population a vomies, c'est ces personnes-là qui sont à la base de cet acharnement, de ce procès juridico-politique. Ce sont des personnes du FCC. Mais, voyons un peu du côté de Jamal. Jamal a déclaré devant la télé, devant le monde, puisque ça passait en direct, que je suis le seul à avoir perçu les 57 millions. C'est moi, 57 millions. Il a également dit que j'ai reçu, pour le deuxième contrat, parce qu'il y en avait deux, 3%, c'est-à-dire l'équivalent de 2 millions de dollars pour le second contrat, que j'ai d'ailleurs avancé des frais, et il y a eu blocage au niveau du gouvernement. Il a demandé par la suite, qu'on mette une commission rogatoire pour aller vérifier ces dires, c'est-à-dire si les maisons préfabriquées sont bien arrivées dans le port de Lobito, Dar es Salaam et Matadi. Personne, c'est passé comme une lettre à la poste. Voilà pourquoi nous disons que ce procès ne reflète pas la vraie justice. L'honorable Vital Kamerhe, c'est quelqu'un qui a eu à assumer des grandes fonctions dans ce pays. Non, mais vous pensez qu'il y a eu injustice quelque part? Justement, le juge, alors que tous ces éléments-là étaient mis sur la table, c'est-à-dire demande de commission rogatoire, en Afrique, hein, pas en Europe, parce qu'ils ont demandé même d'aller faire une commission rogatoire à Paris pour voir si la maison de l'honorable Vital Kamerhe, il avait des maisons, etc. Ils ont vu que c'était un échec. Ils sont allés ailleurs alors qu'en Afrique, on avait demandé une mission rogatoire, ils ont refusé. Ils se sont basés sur une infraction qui n'existe pas dans le code pénal pour condamner l'honorable Vital Kamerhe à la suite d'un jugement inique. Laissez-moi, madame, rapidement vous lire juste quelques lignes d'un texte de droit que j'ai lu
Pas de souci. qui va refléter un peu ce que je suis en train de dire. Ok. Il y a un principe fondamental de droit. Mhm. Seule la loi peut créer une infraction, peut décider des peines qui sont appliquées. C'est le principe de la légalité. Donc on est dans la loi légalisée. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un juge, madame, ne peut pas créer une infraction et ne peut pas non plus décider d'une peine qui n'aura pas été prévue par un texte. De ce principe découle un autre principe fondamental en droit pénal, c'est le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale. Mais lorsque vous entendez détournement intellectuel, parce que c'est ça, il s'agit de ça, ça n'existe pas dans le code pénal, madame. Vous savez, l'autre fois, j'ai eu envie de prier pour nos avocats de la République, et j'ai pensé à ça, à cette infraction imaginaire, superfétatoire, qui sort de nulle part. Monsieur Benito, de nulle part. J'ai voulu prier, madame. Mais lorsque j'ai pensé à ça, détournement intellectuel, j'ai pris un verre de vin et j'ai fait une sieste. Parce que même Dieu n'aurait pas exaucé ma prière. C'est en contradiction. Voilà pourquoi, ça c'était l'année dernière, là où on en est aujourd'hui. On a condamné une personne innocente sur base d'une infraction qui n'existe pas, sur des spéculations. La personne vous a dit, allons-y vérifier si ça existe, ces maisons. Non. Voilà pourquoi on vous dit qu'aujourd'hui, avec le régime que nous avons apporté au peuple congolais, le régime cache, le régime de chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous voulons un État de droit. L'État de droit, c'est la vérité aussi du droit. Il faut que le droit soit dit clairement et de stricte interprétation. Voilà pour parler de la condamnation de ce qui a été l'année dernière. Mais quand vous parlez du mensonge, là, moi je ne comprends pas. Pourquoi le mensonge? Donc juste comme ça, on vient et puis on ment sur M. Vital Kamerhe ou un complot, qui ont comploté. Vous avez tout à l'heure cité l'FCC. Mais moi, je reprends juste les paroles du secrétaire général de l'UDPS, notre allié. Je ne peux pas ici prétendre qu'il y ait d'autres personnes. C'est à l'opinion nationale et internationale qui a comploté de se faire un avis. Moi, personnellement, je suis un politique et je suis dans une famille politique. Il y a une certaine discipline à avoir. Je ne peux pas ici, je ne suis pas le porte-parole du parti. Je ne suis pas non plus le porte-parole de l'honorable Vital Kamerhe. Je suis un cadre du parti. Je suis rapporteur, vous l'avez bien dit, de la cellule de communication nationale. Je ne peux pas ici venir parler, voilà. Je parle ici et je laisse l'opinion se faire une idée. Mais quand vous demandez la libération sans condition. Ah, là vous êtes au niveau de l'appel. Oui, évidemment, madame. On ne peut pas laisser monsieur innocent, parce qu'on l'appelle comme ça, maison, monsieur innocent, être condamné, continuer à être condamné, sur une lourde peine d'ailleurs, alors qu'il est innocent. Voilà pourquoi nous avons demandé à aller en appel. Mais si vous me permettez, je veux parler du procès en appel, puisqu'on en est là. Je veux essayer, puisque c'est des informations qui nous viennent de partout. Vous savez, madame, la vérité finit par triompher. Vous pouvez tout faire, mais la vérité, c'est la vérité. Voilà pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, j'ai donné ma petite anecdote du mensonge. Le mensonge qui n'aime pas les fleurs, préfère les fruits. La finalité. Il ne veut pas vous donner les détails de comment on veut. Nous, on veut éclaircir l'opinion. Mais tous les biens que possédait Madame Amida... On va en arriver, madame. Donc, nous avons demandé à aller en appel pour contrer cette décision du premier degré, qu'on a trouvé infondée, injustifiée. Infondée? Oui. Dernièrement, nous avons appris qu'à l'ouverture du procès en appel, dernièrement, à la suite d'une forte divergence entre les parties, les parties au procès, sur la irrégularité des saisines, etc., sur des PV qui n'étaient pas bien faits, il y avait des noms qui n'étaient pas bien repris, il y avait des déclarations qui n'étaient pas bien reprises. En tout cas, il y avait un problème au niveau de la saisine. Le juge en appel aurait, il paraît, décidé quand même de poursuivre. De poursuivre. Et une partie au procès, pas celle de Vital Kamerhe, pas celle de notre boss, une partie au procès
a produit devant la Cour une décision de donner acte de la Cour de cassation. Et comme nous sommes tous liés dans la même affaire, il s'est fait qu'il y a eu une surséance, c'est-à-dire qu'on a suspendu l'audience pour que la Cour de cassation décide enfin. Parce que la partie, je pense, j'ai entendu parler que la partie avait des suspicions sur, je ne sais pas, la juridiction ou peut-être la composition, et donc elle avait demandé ce donner acte-là. Ils ont été voir la Cour de cassation et ce document a été produit lors du procès. Et donc, les juges en appel n'avaient pas d'autre choix que de suspendre l'audience. Et donc, nous attendons. Les gens nous disent, oui, vous êtes trop lent. Vous savez, madame, l'avenir même de ce pays en dépend. Vital Kamerhe, c'est quelqu'un qui a tout donné pour ce pays. Il a été dans des fonctions d'État, il a défendu l'intérêt, il n'a jamais été dans la rébellion ou quoi que ce soit, il n'a jamais été un homme facile, cédant face à l'argent, non. Il a été correct toute sa vie. Et il a même décidé de surseoir ses ambitions, président de la République, pour soutenir notre candidat qui a gagné les élections. Il est le meilleur élu de la République, madame, sans avoir battu campagne à Bukavu. Plus de 90 000 voix, madame. Et donc, nous voulons que les choses se fassent bien. Nous ne sommes pas pressés comme le ministère public, je pense, ou même la partie civile, ou même d'autres. Nous voulons une bonne administration de la justice. Nous voulons que la procédure soit respectée et nous voulons, par-dessus tout, qu'on acquitte notre leader et qu'on abandonne les charges. Mais laissez-leur juger. Pourquoi vous demandez immédiatement la libération? Madame, il y a des charges portées sur M. Vital Kamerhe. Mais on a condamné un innocent. Il y avait des preuves. Mais quelles preuves? On vous a demandé d'aller vérifier. Il y avait des extraits bancaires. Mais les extraits bancaires... Mais moi j'ai un compte bancaire. J'ai de l'argent dans mon compte, non? Comme n'importe qui. Des virements. Mais est-ce qu'on vous a dit dans ce procès-là que c'est parce qu'il y a des virements bancaires que M. Vital Kamerhe n'avait pas le droit d'avoir un centime dans ses comptes? Est-ce que vous avez vérifié le compte de M. Vital Kamerhe? Vous avez trouvé 57 millions là-bas? Mais M. Jamal lui-même, je ne sais même pas ce procès, ce pays. C'était beaucoup. Mais posez la question à M. Jamal qui vous dit que j'ai eu, moi, les 57 millions. Et d'ailleurs, vos maisons sont là-bas. Vous ne voulez pas... Le gouvernement de la République, madame, s'est prononcé sur la question. Les maisons existent bel et bien. Pourquoi on parle même de détournement? Dans des pays, je ne veux pas jeter de l'eau propre sur notre justice parce que c'est notre justice. Et aujourd'hui, on a un nouvel élan. On a l'union sacrée. On a notre chef de l'État qui essaye de changer les choses. Monsieur Benito, nous allons en revenir. Nous allons en revenir parce que je vois là que vous êtes juste un défenseur. Non, je n'aime pas l'injustice, madame. Vous savez, moi j'étais candidat. C'est l'injustice? Madame, moi j'étais candidat à la FUNA. Vous savez, c'était quoi mon message? Je défendais l'équilibre, le rééquilibrage des classes sociales. Ça veut dire les jeunes, Nakota Nabango, les mamans, les plus anciens, Nakota Nabango. Tout le monde doit être au même pied d'égalité. Il faut que les quotas entreprises soient respectés. Les quotas jeunes, femmes, personnes à mobilité réduite. Moi, je n'aime pas l'injustice. C'est pour ça que je suis allé à la FUNA pour combattre l'injustice. Et voilà pourquoi on poursuit les détournements. Mais détournement, il n'y a pas de problème. La justice que nous voulons, c'était l'état de droit. Il n'y a pas de... Mais pas la justice instrumentalisée par des gens qui ont été rejetés par la population, par des gens qui ont mis des crocs en jambes au président de la République. Il a déclaré la fin de la coalition. Pourquoi, à votre avis? Parce qu'il y avait tout ça. Maintenant, nous demandons la bonne administration de la justice. Le piège qui a conduit à cette sentence, cette peine-là au premier degré, nous voulons l'éviter au second degré. Nous disons qu'il faut rétablir la justice. Il faut réparer cette injustice. L'infraction de détournement intellectuel n'existe pas dans le code pénal congolais et ça n'existe pas ailleurs. Restons dans le droit, dans le bon droit. Voilà. Merci, M. Benito. Allons un peu sur l'actualité. Quelles sont vos impressions par rapport à la nomination de M. Sam Alukonde? Bon, je vous avoue que lorsque notre Premier ministre a été nommé, moi on était un peu concentré sur l'affaire de notre leader, hein, parce que c'est vrai que nous à l'UNC, hein,
nous sommes préoccupés par le social du peuple congolais. C'est même ce qui motive l'action du chef de l'État. La victoire sociale du peuple congolais, mais on avait aussi une préoccupation concernant le cas de notre boss. Mais s'il faut que je place un mot concernant notre Premier ministre, c'est un jeune, c'est une bonne chose. C'est un jeune, c'est une très bonne chose. Et je dois aussi vous dire que, encore que la jeunesse est relative à une personne, à une autre, et puis c'est aussi un état d'esprit. On a eu des jeunes dirigeants dans ce pays. On a eu Lumumba, on a eu Mobutu, on a eu Joseph Kabila. Et j'ai vu, il a un parcours scolaire plutôt équilibré. C'est une bonne chose. Et donc, il a une bonne moralité, je pense. Il a démissionné du gouvernement Kabila, il était ministre des Sports. Donc, c'est quelqu'un qui est bien. Mais il ne faut pas oublier qu'il hérite d'un gouvernement avec des gens qui étaient vomis par la population. Donc, les défis sont colossaux. Il doit très rapidement se mettre au travail, c'est mon point de vue. Il doit, dans un premier temps... Attentes. Bien sûr, les attentes du peuple congolais, je suis peuple congolais. Il doit, dans un premier temps, très vite, s'occuper de la sécurité à l'Est. La sécurité. Ensuite, il doit combattre toutes ces antivaleurs-là. Une justice à 2 poids 2 mesures, des antivaleurs. Il doit comprendre. Moi, je donne un exemple. Mais comment vous imaginez, moi c'est un truc qui me chagrine, dans un pays comme ça, comme la RDC, nos motards n'ont même pas de plaque. Ils roulent comme ça sans plaque, sans feu, sans papier. Donc quand ils cognent un véhicule, ils partent, il n'y a même pas un moyen de les suivre. Il faut que ces choses-là s'arrêtent. Il faut que ces choses s'arrêtent. Donc je disais qu'il faut qu'ils combattent les antivaleurs et aussi le social du peuple congolais est primordial. Mais madame, permettez-moi de continuer dans la même lignée. Il doit tout faire pour changer le devenir du peuple congolais, des Congolais. Nous ne voulons pas, c'est un plaidoyer. Pensez-vous que ce petit moment va lui permettre de faire tout ça? Tout est possible, madame, à celui qui croit. Dans ce temps-là, il doit faire un effort de composer un gouvernement avec des personnes qui n'ont pas baigné dans les bêtises, qui ne sont pas des ménopausés politiques. On ne veut pas qu'il ait des gens d'une moralité douteuse, des personnes qui ont affaibli le peuple congolais, qui nous ont matés avant. Non. On ne veut pas des gens, des flatteurs, qui viennent avec, qui combattent la démocratie, mais qui viennent avec des Oumela, Seko na Seko, Yonde. Non, on ne veut pas ça. Parce que c'est immoral. Et puis, nous, Lukash, nous nous sommes battus pour ces genres d'antivaleurs. Donc, il faut qu'il fasse très attention. Mais je lui souhaite bonne chance, vraiment. Je ne doute pas une seconde qu'il fera mieux que son prédécesseur. Pourquoi seulement le Katanga? Bon, je pense qu'il a été question de la géopolitique aussi. Hein. Je pense que, vous savez, les gens ne savent pas. Je ne sais pas si c'est l'article 19, je pourrais me tromper, ou 9 de la Constitution, qui parle un peu du critère des membres du gouvernement, ou même, voilà, qui parle de manière générale de comment la gestion du pays doit se faire. Sur la répartition, il faut que tout le monde se retrouve, toutes les communautés doivent se retrouver. Et je pense qu'il a fait, le chef de l'État, qui a porté son choix, son dévolu sur le Premier ministre, Sam Alukonde, a aussi essayé de garder cet esprit-là, la géopolitique, de voir, voilà, de ne pas s'écarter, tout en respectant son idéal, c'est-à-dire qu'un changement. Est-ce que Jean-Marc Aboud ne méritait pas ce poste? Bon, moi, je ne sais pas, il faut demander au président de la République. Il faut demander au président de la République. Ce n'est pas moi qui a porté ce choix, ce n'est pas moi qui ai le pouvoir discrétionnaire, c'est le chef de l'État. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas le porte-parole du président de la République pour me lancer dans ce genre de réponse. En tout cas, vous m'excuserez. Mais c'est une question qu'il faut poser au président de la République ou même à Jean-Marc Aboud, le président Jean-Marc Aboud. Ok. Et selon nos sources, il s'avère que M. Sam Alukonde ait une double nationalité. Est-ce vrai? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi-même, je suis issu de la diaspora, parce que j'ai été en France pendant plusieurs années. Et j'ai abandonné le métier que j'avais. Je travaillais dans une multinationale.
Je suis revenu parce que je voulais être aux côtés des Congolais, me battre ensemble avec eux. Vous avez une double nationalité? Non, pas du tout. Donc c'est la preuve qu'il faut pas, ça ne veut pas dire que forcément parce que... C'est une violation de la Constitution. Oui, oui, l'actuel, oui, oui, également, oui. Mais je ne pense pas. Et moi, j'ai entendu qu'il est né à l'étranger. Mais ça ne fait pas de vous un étranger automatiquement. Donc, non, non, je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, vous ne savez rien. Bon, à cette question-là, je ne sais pas. De parler, tout cas. Non, je ne sais pas. Je ne suis pas là à parler des choses que je ne maîtrise pas ou que je ne connais pas. Je parle de ce que je sais, tout simplement. Et encore, j'engage ma personne. Donc, je ne peux pas dire n'importe quoi. Et par rapport à la pétition? Oui. Laquelle? La pétition qui a été lancée contre Samy Badibanga. Je pense qu'on est dans un état de droit. Et que l'état de droit doit aussi c'était juste respecter le peuple, parce que jusqu'à aujourd'hui, on n'en parle plus. Bon, je pense que s'il y a une motion, elle doit être traitée. S'il y a une motion qui a été déposée en bonne et due forme, je pense qu'à mon avis, ça doit être traité. On est en démocratie. On est dans un pays de droit et que s'il y a quelqu'un qui a perdu la confiance de ses pairs, il doit se présenter devant et donner ses moyens de défense et puis on verra. Je ne sais pas, pour dire vrai, je pense qu'on lui reproche des choses et donc il a le droit de s'exprimer. Et voilà, je ne pense pas que la motion a été mise de côté comme ça. Apparemment, on n'en parle plus. Ah bon, ça veut dire que ce n'était pas une vraie motion. Si c'est une motion, donc on doit aller jusqu'au bout. C'est que ce n'était pas une vraie motion. Je pense. Parce que si c'est une motion, on doit la traiter. À moins que ça ne soit pas une motion ou que ce soit autre chose, où il y a eu des irrégularités. Parce que, comme je vous dis, on est dans un pays de droit. Il faut que les choses se passent dans bonne et due forme. S'il y a eu des irrégularités dans le dépôt de la motion, bon oui, évidemment, peut-être que ça n'a pas collé pour ça. Mais si ça a été déposé en bonne et due forme, ça doit être traité. L'ancien chef du parquet, M. Kalemou Dombe, a été accusé. Oui, j'ai appris ça. Bon, j'en souris parce que... Au parquet. J'en souris parce que je constate que le Congolais a compris aujourd'hui que, voilà, cet élan-là, lorsqu'on se sent lésé, on doit aller devant les instances judiciaires compétentes. Donc, les Congolais qui se sont sentis lésés pendant la période Kalev, parce qu'effectivement, ils doivent reconnaître qu'il y a eu beaucoup d'abus, doivent saisir la justice. Et puis, maintenant, à la justice de conclure. Il ne faut pas qu'il y ait des interventions extérieures en faveur ou en défaveur. Non, il faut que la justice soit indépendante. C'est ce que nous demandons même au procès de notre leader, Monsieur Innocent. Nous demandons justement une transparence dans la gestion de ces choses-là. Et je dois rappeler aussi une chose, madame, qu'il paraît que lors de l'ouverture du procès en appel, on avait bloqué l'accès à la presse. Ça m'a choqué. Comment on peut bloquer l'accès à la presse? Donc, peut-être qu'il faudra changer ça prochainement. Il faut laisser que le bon fonctionnement se fasse. Il faut qu'on sache ce qui se passe. Il faut que si M. Kalev, pour revenir à lui, a commis des atrocités, personnellement, je n'ai pas de grief contre lui, mais je sais qu'il a fait beaucoup de mal. Il a fait beaucoup de mal. Et donc, il doit répondre de ses actes devant la justice, en totale impartialité, en totale liberté d'agir. Voilà. S'il y a beaucoup de plaintes, il doit répondre. Et s'il est coupable, il doit être condamné. Mais est-ce que les dirigeants aussi, un dirigeant, une personnalité comme ça, peut aussi avoir beaucoup de plaintes comme ça? Ah, ça veut dire qu'il a fait beaucoup de mal, tout simplement. Et donc, il doit répondre de ses actes. Il doit répondre de ses actes. Ça prouve à quel point ce n'est pas faux de dire que le régime passé a commis beaucoup d'erreurs. Vous savez, moi, j'ai mal lorsque nous voyons des coupures intempestives ici à la ville de Kinshasa, la SNEL, etc. J'ai mal, mais c'est hérité d'où? On a hérité ça de qui? De ce régime-là. Aujourd'hui, on a presque les mêmes personnes. Moi, j'ai des coupures tout le temps. Je me dis... de qui quand vous parlez de l'héritage? Du régime passé, non? C'est une gestion... et ça, on a du mal à décoller. Même avant le régime passé, il y avait toujours les coupures de l'héritage. Non, pas comme ça. On se bat justement. Heureusement qu'on a la tête du ministère des ressources hydrauliques et électricité, Monsieur Eustache, Excellence le ministère Eustache, qui fait un excellent travail. Il essaie de se battre. Il essaye vraiment de faire de son mieux pour réussir cette affaire.
Mais il faut que les dirigeants de la SNEL, vraiment, je ne sais pas si eux, ils iraient au paradis. Je ne sais pas. Parce que ce qu'ils nous font subir, non, c'est inhumain. Moi, je ne comprends pas. Il y a des coupures qu'on ne comprend pas, qu'on n'explique pas. Bondage, Oui. il y a presque pas le courant. Mais c'est pas normal. Presque pas le courant. C'est pas normal. Voilà, ici, il y a oui, presque pas le courant. Ce n'est pas normal, madame. On souffre de ça et ce n'est pas normal. Il faut vraiment que le gouvernement qui est en train de se mettre en place saisisse l'opportunité de donner un nouveau sourire au peuple congolais. Il y a la sécurité dans le pays. L'insécurité, madame. Vraiment, bon, il y a, oui, vous me permettez aussi de glisser un mot rapidement, quelques secondes. L'histoire de l'insécurité, il faut que le gouvernement, l'autorité de l'État doit être rétablie. On ne peut pas continuer à laisser ces bandits-là faire la loi. On a un État, les policiers doivent vraiment suivre de près ces gens-là. Mais encore, j'ai appris, je parle au conditionnel. Dernièrement, on a même agressé une de nos consoeurs. Voilà, c'est vraiment dommage. Et moi, je parlais de ça pourquoi? Parce que j'ai appris qu'il y a un bourgmestre, je parle au conditionnel, qu'il y aurait un bourgmestre qui a arrêté ces Koulouna-là. Il les a arrêtés, mais il les a fait marcher dans tout le quartier, nus, excusez-moi, tout nus, attachés, comme si on était en train de les mettre à la croix, attachés, devant tout le monde, devant la population, en train de les filmer, tout nus. Et j'avais même fait une interpellation à l'excellence gouverneur de la ville de Kinshasa, Mobila Mbata, pour lui dire de veiller à ce que ce genre de choses, c'est inhumain, et ça viole le droit de l'homme. Les Koulouna, il faut les châtier, il faut les juger, les condamner, mais il faut qu'on reste dans la loi, dans la légalité, dans le respect des droits de l'homme. Ce qui s'est fait là, arrestation, c'est bien, il faut sévir, mais on ne peut pas tolérer ce genre de choses, de spectacles. Là, on les met devant tout le monde nu comme ça. Non, moi, je n'étais pas content. Mais pour éradiquer, il faut une bonne politique. Il faut une bonne politique. Tout dépend de là. Il faut un leadership au niveau du ministère de l'Intérieur et au niveau du gouvernement qui va se mettre en place. Le président de la République a une volonté de faire avancer les choses. Mais il faut maintenant que le reste suive. Ok, votre mot de conclusion, parce que nous tendons déjà vers la fin. Écoutez, je suis très ravi d'avoir eu votre invitation. À chaque fois que vous aurez besoin, nous n'hésiterons pas de passer. C'est vrai que l'UNC est un parti respectueux, discipliné, qui voit grand pour ce pays, qui voit grand pour ce Congo. Avec notre leader en tête, on voit très grand. Lorsqu'on donne un mot d'ordre, c'est vrai que ces temps-ci, on n'était pas très médiatique, on ne l'est toujours pas. Je voulais juste vous aider avec notre population en éclairant un peu la lanterne. Mais nous n'avons pas, nous ne sommes pas là en train de parler pour ne rien dire. Nous avons beaucoup de problèmes. Le problème dont je parle, c'est le mal que ça nous fait que notre leader soit en prison. Mais nous continuons à travailler pour la République. Nous sommes dans l'Union sacrée, nous sommes l'UCACH. Nous nous battons, même si nous dénonçons la manipulation qui se fait pas seulement par nos amis, nos anciens amis de la coalition FCC Cash, mais aussi en interne aussi entre nous Cash. Il y a des choses, des sensibilités qu'on ne comprend pas. Vous savez, il y a un adage qui dit lorsqu'un ami est en mal, il faut l'aider. La neutralité est un signe de lâcheté. On ne peut pas être neutre face à une situation d'injustice. Donc voilà pourquoi je voulais rappeler à nos amis d'être solidaires derrière la cause de l'honorable Vital Kamerhe. Je finirai par dire que à tous ceux qui continuent à faire confiance à l'UNC, de continuer à soutenir son président, de prier pour lui, c'est le plus important, de continuer à prier, que même si la justice des gens s'écarte, Dieu rétablit la vérité. Voilà. Voilà, c'est déjà le message que vous avez lancé. Le message est là, la prière. À nos amis, à mes amis, mes électeurs, ceux qui m'ont porté, même si je n'ai pas été à l'Assemblée, j'ai beaucoup d'amour pour eux. Je leur demande de prier pour notre leader, Vital Kamerhe, de continuer à prier pour nous tous, les leaders, que la solution viendra bientôt. Et ce n'est pas les hommes qui la donnera, c'est Dieu qui donnera la solution. Monsieur Benito, c'était un plaisir énorme de vous recevoir sur mon plaisir partagé, Madame Divine. Mes salutations, partisans. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous qui nous ont suivis de partout. En tout cas, je vous rappelle que nous avons reçu sur ce plateau M. Benito Kiangoudi, qui était le rapporteur le rapporteur adjoint de la communication du parti l'UNC que vous connaissez vous tous. Donc, je vous demande de vous abonner massivement sur votre chaîne et n'hésitez pas d'activer la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Je dis déjà merci à Némi qui était derrière la caméra, merci à Michel-Ange Leluma qui a chapeauté cette émission, merci à Juliota Chikamudingai, Liliana Ngoli, Cheka Aimé, merci à Dadi Lukombo, mon habilleur de la boutique Efrata Mode. Je vous le conseille, je vous le recommande. Si vous voulez vous habiller comme moi, très bien, n'hésitez pas à contacter la boutique Efrata Mode. Vous pouvez même me trouver sur Facebook. Déjà, on se dit à tantôt, à tantôt. On va se revoir dans le prochain numéro. Merci beaucoup.